خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاح والسلام عليكم mesdames et messieurs bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien مرحبا بكم في les studios spécialement consacrés aux élections présidentielles en Algérie le 7 septembre prochain on a beaucoup tendance à l'oublier mais un rendez-vous très important attend les Algériennes et les Algériens même si beaucoup ne spéculent même pas ou ne s'attendent pas à des miracles en ce qui concerne les résultats, mais au-delà des résultats de ce scrutin, au-delà de son déroulement, au-delà de ses propres dysfonctionnements, des dérives autoritaires ou politiques qui caractérisent le déroulement de cette élection présidentielle anticipée, il n'en demeure pas moins que celui qui est appelé à rester pour 5 années supplémentaires à la tête de l'État algérien, ou pour 5 années, 5 nouvelles années, mais on a tendance à dire que normalement le deuxième mandat est acquis. Deuxième mandat ou pas, Abdelmajid Tebboune ou pas, les 5 prochaines années auront beaucoup de défis pour l'Algérie. Il y aura énormément de défis, énormément de problèmes, énormément de complications sur le plan économique. Et aujourd'hui, ce soir, on va s'attaquer au fond. On ne va plus parler que de la forme, parce que nous sommes là aussi pour être une force de proposition et une force de débat, mais aussi une force de proposition. Quels seront les défis auxquels sera confrontée l'Algérie prochainement, les problèmes que l'Algérie devra résoudre prochainement, et si le président de la République doit faire, si le futur président de la République doit faire des réformes, quelles sont les réformes, quels sont les changements les plus urgents à faire pour permettre à l'Algérie de survivre dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus instable, de plus en plus dangereux. Pour parler de ces sujets extrêmement importants et extrêmement sensibles, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir avec moi ici aujourd'hui sur le plateau notre ami Elsri Dahmani, économiste et consultant international. Marhaba bik si Elsri. Bonjour, bonsoir. Azul Flaoul, comme tu dis. Voilà, c'est pas de... Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir, mais cette fois-ci à distance, il n'est pas là avec nous, on espère l'accueillir très bientôt et prochainement sur notre plateau. Lies Jebeli, économiste, consultant lui aussi, et l'une des figures emblématiques ces dernières années de l'Hirak, de la diaspora algérienne. Khoya Lies, marhaba bik, bienvenue. Merci pour l'invitation, merci Abdou Samar, merci aussi, je salue votre invité, Monsieur Elsri Dahmani, à qui j'ai l'honneur de partager cette discussion, cet entretien, ce débat. Et encore, je te remercie pour l'invitation. Bonsoir et à tout le monde qui nous suit, de près ou de loin. Merci encore. Merci Lies, je vais commencer avec toi. Alors, je plante le décor. Nous sommes un pays de 47 millions d'habitants. On a du mal à l'oublier. Les Algériens et les Algériens eux-mêmes oublient que ce n'est plus le pays de 30 millions d'habitants du début des années 2000. On a un taux de chômage qui explose. Alors, il y a pratiquement 2 millions et quelques de chômeurs qui touchent l'allocation de chômage. Mais en réalité, il y a plus de 5 millions de personnes qui se sont rapprochées de l'Agence nationale de l'emploi pour la demander. Il y a plus de chiffres officiels qui parlent de chômage. Ils ont été censurés depuis 2022. Mais on parle de plus de 7 millions de chômeurs. Et ça reste des chiffres non officiels. L'inflation a 2 chiffres depuis 2021. Des problématiques économiques hantent le quotidien des Algériennes et des Algériens. La pénurie, l'inflation, la cherté de la vie, les voitures qui sont rares, on n'arrive pas à en acheter. Le salaire des Algériennes et des Algériens qui est très faible pour pouvoir vivre dignement dans ce pays-là. Les problèmes du changement climatique, leur impact sur la production agricole, la production économique et industrielle algérienne qui reste absente, l'économie qui veut se diversifier mais qui peine à l'être, pas de méga projets depuis 2019, on vit que des anciens projets de l'époque de Bouteflika. Mon ami Lies, à partir de 2024, celui qui sera président, on a l'impression qu'il va hériter d'une situation économique pas du tout réluisante et finalement le pouvoir en Algérie, est-ce qu'on peut dire que c'est un cadeau empoisonné? Ça va être très difficile. Il faut être cohérent. Le deuxième mandat, il est assuré, il est donné, offert sur un plateau à M. Tebboune, le président sortant. Donc, il va briguer un deuxième mandat. Donc, il est désigné ou redésigné. Donc, les jeux sont faits, les carottes sont cuites. Donc, il va attaquer son deuxième mandat. Avant qu'il attaque son deuxième mandat, nous avons le droit, on l'interroge, nous nous interrogeons, on interroge l'opinion publique algérienne. Le bilan de son premier mandat, un bilan de 5 ans. Son premier bilan, c'est vierge, c'est net, c'est zéro bilan, rien sur tous les plans. Destruction du tissu social, aucune réforme d'envergure économique a été faite. Sur le plan politique,
c'est la dérive, hein, la restriction des espaces de liberté, la répression, le pouvoir économique, le pouvoir d'achat en baisse, l'inflation, le taux de chômage galopant. Voilà la situation. Je veux dire, le premier mandat, pour certains qui étaient pour Tebboune, ils auraient souhaité une transition politique, économique, sociale, culturelle et voire écologique. Il n'en est rien, rien. Donc nous voyons rien, il y a rien qui se profile. Maintenant, comment il va attaquer le deuxième bilan? On nous parle, à chaque fois, on nous sort ce fameux slogan qui a été sorti dans le temps par M. Nordin Boukoulor, qui était à l'époque ministre algérien de la participation, de la coordination des réformes. On nous disait, hein, l'Algérie sur le chemin des réformes. Cette thématique, elle revient à chaque fois, mais quel chemin empruntait l'Algérie depuis 88. Il faut savoir, en dehors, parce que nous n'avons pas une économie, c'est une économie rentière. Quand vous avez une économie rentière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez rien faire, en fait. Donc, vous ne pouvez pas diversifier une économie quand vous avez déjà une économie rentière installée. Le choix pré-62, c'est un choix idéologique. Moi, je n'étais pas né, mais en tout cas, c'est un choix. Il a été fait, de fait. Ils ont opté pour des industries industrialisantes, à l'image de l'URSS, alors que les Soviétiques nous ont prévenus de ne pas trop s'aventurer dans ce genre d'industrie. Qu'est-ce qu'on a créé? Il n'y a pas de PME, il n'y a pas de PMI, il n'y a rien. Ils ont créé de grosses entreprises d'État. Les réformes ont débuté réellement en 88, on est d'accord, qui fut marqué par les émeutes d'octobre. Et à partir de janvier 89, les premières lois ont été votées. Pourquoi elles ont été votées, Abdou? C'est pour réformer surtout les entreprises d'État. C'est des fardeaux des entreprises d'État qui creusent les déficits publics. Et désormais, ces entreprises d'État, elles étaient soumises aux dispositions du Code de commerce. Mais malheureusement, la réalité, elle était là. C'est quoi? La chute des prix du pétrole. Comme nous sommes tributaires de cet or noir, de ce baril, je ne sais combien ça a contenance, de ce baril, les chutes des prix de pétrole étaient flagrantes. Donc, la rente, il y a le tarissement de la rente. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas financer vos besoins sociaux, hein, parce que nous sommes, je ne sais pas si je me permets de dire, l'État-providence, donc forcément, il faut financer tous ces besoins sociaux, ce qui est logique, je suis d'accord, bien sûr, et qui a conduit les pouvoirs publics à quoi? À la nécessité de réformer. Mais les réformes n'ont jamais eu lieu, n'ont jamais marché. Pourquoi? Parce que quand vous faites une réforme économique, Abdou, forcément, la réforme économique, elle est inséparable d'une réforme institutionnelle. Ben oui. Et après, on ne va pas revenir, on ne va pas remonter le chronologie de l'histoire. La réforme institutionnelle n'a pas abouti. Les années 90, on ne va pas revenir. C'est la décennie rouge, noire, forcément. Votre économie, votre réforme économique, vous ne pouvez pas la mettre en place. Elle ne peut pas. Elle peut pas. Oui. Tebboune, si tu me permets, Tebboune, quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé, soi-disant, par les réformes institutionnelles. Il a fait une nouvelle constitution en novembre 2020, nouvelle loi électorale en mars 2021. Ensuite, il y avait des nouvelles élections législatives en 2022, un nouveau parlement, une nouvelle, la création d'une cour constitutionnelle, une nouvelle constitution, et une sorte, lui, c'est ce qu'il pense, qu'il a apporté une nouvelle façon d'organiser l'État, mais voilà, ça n'a rien donné sur le plan économique, on a reculé. Est-ce que c'est parce que Tebboune n'est pas bon? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas vraiment d'une politique efficace pour le pays? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il va rester pour un deuxième mandat? Quelles sont tes prévisions? Qu'est-ce qui risque de se passer sur le plan économique? Et sur le plan économique, en fait, donc, tu as raison, tu poses la question. C'est vrai, il a mis en place une nouvelle cour constitutionnelle, la nouvelle constitution de 2020. Mais ce n'est pas le fait que tu changes la constitution pour booster ton pays. Depuis l'indépendance, je ne sais pas, je pense qu'on a changé combien de fois la constitution. Chaque président qui arrive, qui prend le pouvoir en Algérie, au fait, il veut sa propre constitution.
D'ailleurs, celle de Bouteflika, il disait, moi je ne veux pas être 3/4 de président. Il faut le dire, je ne sais pas si, ce slogan-là, vous vous rappelez, donc, il voulait sa propre constitution. Et la différence entre Tebboune et Bouteflika, il a quand même un parcours politique et diplomatique beaucoup plus consistant. Et j'ai rien contre M. Tebboune aussi, c'est un haut fonctionnaire d'État, il était wali, il était ministre de l'Habitat, donc il connaît un petit peu l'urouage. Mais ça n'a rien donné. Est-ce que Bouteflika il a bénéficié du fait que le prix du baril de pétrole il a atteint des sommets à $140 le baril, et du coup il y avait cette manne financière sur laquelle tu t'appuies pour essayer de diversifier et d'acheter la paix sociale, en fait, finalement, c'est ça. Mais est-ce que Bouteflika, il a aussi, quand même qu'on le veuille ou pas, Bouteflika, il a réalisé des ouvrages. L'autoroute Est-Ouest, 1000 km, hein, quand même. Il y a des ouvrages, quelques barrages. Oui, il a fait des barrages, l'habitation. Voilà. Après, Tebboune, il s'appuie. Est-ce que tu serais d'accord avec celles et ceux qui disent que, qu'on le veuille ou non, on vivait mieux en Algérie avant 2019, on avait moins d'inflation, ce qui est vrai, hein? L'inflation en 2014, lors du début du 4e mandat de Bouteflika, elle était un mandat de 3%. 2021, elle passe à 7%. 2009 et 2008, elle est à presque 10, 9 et quelques 10. Et en 2024, elle est entre 7 et 6. C'est quand même le double de ce qu'on avait à l'époque de Bouteflika. Sans parler de ces projets qu'on voyait, comme tu as dit, 11 stations de dessalement de l'eau de mer, l'Algérie a fait quand même 80 barrages, une autoroute Est-Ouest, la grande mosquée d'Alger, le nouveau palais des conventions le nouveau palais des expositions des conventions de Club des Pins. Pourquoi on a l'impression qu'à l'époque de Bouteflika, c'était plus dynamique et que maintenant, c'est plus terne, que c'est plus mort? C'est plus terne pour une raison très simple. Déjà, en fait, sur le plan politique, il y a une répression, il y a les libertés complètement. Nous vivons la page la plus sombre, la période la plus sombre depuis notre indépendance. L'Algérie traverse une période la plus sombre de son histoire en termes de répression. Sur Bouteflika, il n'y a pas de répression. Je veux dire, on avait la possibilité de critiquer, de ceci. Maintenant, on ne peut plus critiquer. La moindre publication sur Facebook, vous risquez 6 mois de prison. Voilà. Ça, sur le plan politique. S'il n'y a pas de réforme politique, s'il n'y a pas de développement démocratique, vous ne pouvez pas développer sur le plan économique. Ils sont inséparablement et intimement liés. Il faut savoir aussi que Tebboune n'a pas réussi, je veux dire, à dynamiser le marché algérien. Il faut savoir que suite à la guerre russo-ukrainienne, il y a le Baraka qui est tombé, à savoir on peut exporter beaucoup plus qu'avant. On avait cette marge, il n'y a rien. Donc au fait, nous sommes devenus un pays où le marché est considéré un marché déversoir. Il n'y a pas d'investissement. La preuve, les idées, les investissements directs des étrangers, c'est quasi nul. Personne n'investit chez nous. C'est ça la réalité. Même les budgets d'État sont conçus, sont concoctés sur des déficits. 110 milliards, 80, vous vous rappelez, tu te rappelles, les 2 derniers, ce qu'on appelle les budgets d'État, 94 milliards de dollars et 110 milliards de dollars. Donc ils sont conçus sur quoi? Sur quoi ce budget? Quel est le maximum qu'on peut avoir? Parce que si vous faites une petite équation recette-dépense, comment ils vont chercher cet argent? Soit c'est la planche à billets, soit c'est la baraka. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas réussi. Est-ce qu'il y a une dépréciation de la monnaie? Le dinar, il est beaucoup plus faible. Vous savez, moi, ce qui me choque un peu, même autant ils ont voulu un petit peu recycler l'informel et de l'intégrer dans l'économie, ils ne sont pas arrivés. Ça veut dire une rupture de confiance totale entre le régime et le peuple. Tu vas au square, le taux de change se fait, je veux dire, au nez et à la barbe des institutions algériennes. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un état de droit quand même, c'est choquant, c'est affolant. Un Égyptien me disait, j'étais à Alger, mais je suis parti au square pour changer l'argent. On m'a dit, vous pouvez changer ici. On n'est pas obligé de passer par la banque. Pourquoi pas par la banque? Parce qu'il n'y a pas de réforme bancaire, il n'y a pas de réforme institutionnelle.
Il n'y a rien. Est-ce que vous avez vu une création d'une PME, d'une PMI qui se tient? C'est quoi les trois priorités? Si tu as à identifier en tant que consultant, en tant qu'économiste, en tant qu'un homme de terrain, en tant que tu sais ce que c'est que la création de richesse, ce que c'est que la gestion d'une entreprise, ce que c'est que la comptabilité, ce que c'est que la croissance, ce que c'est que le bien-être et la prospérité, quelles seraient les trois priorités essentielles pour les 5 prochaines années pour celui qui sera président de la République en Algérie? Il faut ouvrir le marché. Déjà, il faut penser, il faut que l'économie algérienne soit une économie ouverte. 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 Il faut ouvrir notre marché, il faut l'ouvrir. Il faut favoriser les investissements. Il faut pousser les investisseurs à venir en Algérie. Pour qu'un investisseur puisse venir en Algérie, investir chez toi, il faut rétablir ce climat de confiance. Il faut lutter contre la corruption. Et c'est important, ce sont les points sur lesquels déjà, c'est le minimum de chez minimum. 2, il faut trouver d'autres secteurs. L'agriculture, il faut la développer, malgré on nous dit attention, l'agriculture quand même on est limité parce que l'Algérie, il y a du stress hydrique, la pluviométrie elle est beaucoup plus, elle est faible, on n'a pas assez de barrages en terre, il faut créer d'autres barrages. Oui, mais il faut relancer l'agriculture. Parce que l'agriculture peut être nourricière de pays. On nous disait que l'Algérie était le grenier de Rome. Il faut arrêter, il faut réduire, les importations, à condition, quand on réduit la facture de l'importation, il faut produire chez toi. Si tu ne produis rien et tu veux réduire l'importation, tu vas asphyxier le peuple. Le troisième axe sur lequel il faut appuyer, c'est le tourisme. Il faut développer le tourisme. Nous avons l'un des plus beaux, le Sahara du monde. Il faut développer un tourisme de masse. Pourquoi pas? Pour remplir les caisses de l'État. Après, on fait un tourisme d'élite. Le Sud, les infrastructures, hôtelières, tout, c'est ça. L'agriculture, le tourisme et aussi le numérique aussi. En France, ils vont investir dans l'intelligence artificielle, l'IA. Il y a 5 milliards d'euros, qui a été prévu par le gouvernement français pour l'intelligence artificielle. Plus tard, c'est l'intelligence artificielle. Il nous parlait des start-up. Est-ce que vous savez qu'il y a une seule start-up qui s'appelle Yassir à Alger? Et pour qu'il fasse une levée de fonds, il l'a fait aux États-Unis. C'est des banques américaines qui ont aidé cette start-up Yassir, c'est comme Uber en France, pour pérenniser sa société. Donc, il nous parle de start-up. Il faut pousser les jeunes à start-up. Ce n'est pas le fait de former des jeunes universitaires. Il faut aussi la qualité de la formation. Quand vous êtes ingénieur, vous sortez d'une grande école. Il faut développer l'école polytechnique d'Alger. Moi, je suis ingénieur, donc les grands ingénieurs polytechniciens d'Alger, il faut aussi leur donner les moyens. Il faut développer la recherche, le partenariat dans la recherche et le développement. Il faut favoriser la recherche, empirique, bibliographique. Merci beaucoup, Lies. Merci pour ta passion. Ça se voit qu'il y a de la passion dans ce que tu proposes et ça se voit que ça te tient à cœur à ce que l'Algérie se développe. Et on te remercie pour ton intervention et on espère te voir bientôt sur notre plateau. Merci beaucoup, mon cher ami. Juste, si tu permets, juste. Avec plaisir. Mais les énergies fossiles, il y a une fin de vie. Les gens parlent de transition. Les panneaux photovoltaïques, il est où le projet désert? Il faut favoriser le Sahara. Au fait, certes, les énergies fossiles, l'extractivisme, pour un temps, on est d'accord, parce que ça permet de récolter et c'est des ressources d'argent et de devises très importantes. Mais il est temps de diversifier. Contrairement à un pays comme le Maroc, qui est plus pauvre que nous, mais en termes d'investissement, il est beaucoup plus puissant. Toutes les grandes entreprises françaises, Lafarge, Cemex mexicain, ils sont tous au Maroc. Juste pour finir, Abdou, tu te rappelles quand Renault, Carlos Ghosn, qui était PDG de Renault, quand il est parti au Maroc, 500 000 dollars, un demi-milliard d'euros, un demi-milliard pour ouvrir une usine qui produit 450 000 véhicules. Elle est destinée pour le local et l'exportation. Et nous, Carlos Ghosn, quand il est parti à Alger, parce que nous, on voulait une usine Renault. C'est une usine d'assemblage. Elle est destinée pour le local, pour fabriquer que 25 000 véhicules, et pour le local. Donc, en fait, nous sommes toujours un marché déversoir. Il faut sortir de cette option. Il faut produire, il faut aussi exporter. Pourquoi pas l'Algérie peut être un grand pays exportateur.
Merci à toi, Lies. Merci beaucoup. C'est vrai. T'as entendu, Lies, voilà, il nous a fait son diagnostic, son analyse. Mais quand même, j'aimerais vraiment te relancer sur une question assez importante. En 2022, à l'époque de Tebboune, ce président algérien il a eu quand même une chance. Ça a été l'envolée des prix du pétrole et du gaz. Depuis, durant l'année 2022, le prix moyen du baril était entre 101 et 107. Il a même frôlé pratiquement les 120. Ça nous a rappelé les heures les plus glorieuses du marché pétrolier en 2008, par exemple, et bien avant. Et malgré les prix du gaz ont explosé, l'Algérie avait été courtisée par l'Italie, par des pays, par la France, par des pays de l'Union européenne, pour son gaz, pour qu'elle devienne une alternative à la dépendance russe. Et 2 ans plus tard, on est en 2024, l'Ambili est déjà derrière nous, le baril est déjà même pas 80, il pourrait remonter, mais on a très peu d'éléments convaincants pour dire qu'il va remonter jusqu'à 100. Pourquoi on n'a pas su profiter de cette Ambili? On aurait pu, avec tout cet argent qu'on aurait pu gagner en 2022, faire des investissements, rediversifier le pays, doter de nouvelles faire de nouvelles infrastructures, relancer l'économie algérienne. Aujourd'hui, on parle toujours d'inflation, de pénurie, de voitures qui ne sont pas disponibles sur le marché algérien, de médicaments, on parle d'importation, business al-Kaba, de business informel. Qu'est-ce qui explique cette situation dans laquelle on se retrouve? Alors, je vais essayer d'expliquer quelque chose qui me paraît que tous les Algériens connaissent. Tu sais, tu viens d'évoquer, l'argent, il y en a. Et pourtant, c'est toujours la même misère. Donc ça voudrait dire que le problème, ce n'est pas l'argent. Et si le problème, ce n'est pas l'argent, c'est qu'il est ailleurs, le problème. C'est très logique. Très simple. Donc, ça paraît évident comme ça de prime abord. C'est ce qui est logique. C'est logique. Il faut que les gens sachent, depuis 1971 à aujourd'hui, l'Algérie a quelques petites années, 2-3 années comme ça, de turbulences financières, sinon il y avait toujours de l'argent. Maintenant, je ne vais pas refaire, tu l'as très 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 bien dit, quel est des 47 millions d'Algériens qui ne peut pas te faire le bilan économique et politique d'Algérie. N'importe quel Algérien peut te dire. Ce qui manque maintenant, c'est avoir le courage d'aller plus loin, l'opportunité se présente. On a plus de 60 ans d'indépendance. Tout pays qui se respecte à l'échelle planétaire devrait, au bout d'un certain nombre d'années, comme disent les comptables, tu dois être comptable de ta politique. Tu ne peux pas éternellement toujours dire « c'est la faute des autres ». À un moment, tu es comptable. Où est l'erreur? Pourquoi, depuis plus de 60 ans, nous sommes toujours dans cette situation? Moi, je vais, comme tu l'as très bien dit, que ce soit M. Tebboune, ou M. X, ou M. Y, etc., que le peuple va désigner ou va élire, c'est pas, le problème n'est pas là, c'est quoi faire, comment faire. Moi, je pense qu'il y a 5 chantiers qui sont des chantiers titanesques. Je pèse mes mots, c'est titanesque. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question d'argent ou d'importation, c'est une question de structure de l'économie et de structure mentale, les deux, qu'il faut revoir en profondeur. Avec un préalable, un préambule pour n'importe quel président. Ce que je vais dire, c'est une banalité, mais le principe que je vais évoquer, c'est celui qui va conditionner tout le reste. Depuis 1962 à aujourd'hui, toute politique économique qui était maître du jeu, qui était au centre, au cœur de la politique économique, c'était l'État. De tout État, pour l'État et avec l'État. Le premier principe philosophique, moral, éthique que le président, le futur président doit se dire pour définir sa politique, je sors l'État, je mets le peuple. Je dois réfléchir peuple, je dois réfléchir de A à Z pour le peuple. Parce que c'est le peuple qui, dans n'importe quelle nation, est le moteur, l'essence même de tout progrès. Les dirigeants algériens ne contredisent pas ce principe. Quand tu entends Tebboune parler, il parle tellement du peuple qu'on pourrait les qualifier de populistes. Tellement on fait tout pour le peuple, tout pour le peuple. Très bien. Alors que sur le terrain, le système de santé s'est effondré depuis la Covid, les pénuries sont là, comme une inflation. Je rappelle juste des données. C'est que, est-ce qu'il est normal, à l'esprit économiste, que le salaire moyen national en Algérie est de 42 000 dinars, c'est-à-dire même pas 300 €.
Oui, non, mais Est-ce que c'est normal dans un Non. pays comme l'Algérie d'avoir un salaire minimum national? Il faut savoir que le poulet a atteint 2000 dinars. Le salaire minimum est de 20 000 dinars. Pour un poulet, il faut 10% du salaire minimum. Est-ce que c'est normal dans un pays où il y a du gaz et du pétrole et des ressources, il y a une place géographique, il y a du soleil, il y a la Méditerranée et tout. Est-ce que c'est pas une énigme sur le plan économique? Non, non, non. Moi, Abdo, moi, les 5 réformes profondes que je vais te développer, peut-être qu'on n'aura pas tout le temps, mais au moins d'énoncer et de dire l'essentiel de chaque réforme, c'est pas tombé du ciel, c'est parti des faits que tu viens d'évoquer. Ce que tu dis, tout le monde le connaît. Les Algériens n'attendent pas que tu vas leur rappeler leur misère. Ils veulent des solutions. Ils veulent des solutions. C'est exactement ça. Moi, je suis là pour les solutions. Quelles sont les solutions, cher Voilà, alors justement. Je te dis, préambule. Si je te dis au bout de 60 ans, il faut remettre le citoyen, c'est qu'il y a une erreur. C'est l'erreur de départ, est là. Moi, tu ne me dis pas qu'on dit que c'est l'État ou un discours. Non. Objectivement, depuis toutes ces années-là d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le cœur, le moteur, le centre, tout ce que tu veux, le régulateur, c'est l'État. Or, pour revenir à tous les problèmes que tu évoques, on va commencer par un principe élémentaire. Un fonctionnaire ne sait pas produire de la richesse. Un fonctionnaire ne sait pas gérer une entreprise, etc., etc. Or, il y a trop de fonctionnaires en Algérie. Je rappelle qu'il y a plus de 3 200 000 fonctionnaires. C'est le premier point, c'est la réforme de l'État. L'État doit se désengager, ce que je te dis, c'est mon expression, il doit se désengager quasiment de l'économie algérienne. C'est quoi? On ne va pas faire les méchants. Moi, je pense que l'État doit aujourd'hui sortir. Il garde les tâches régaliennes, les fonctions régaliennes, c'est-à-dire la sécurité, la défense, la monnaie, etc., etc., et garder quelques tâches très importantes, sortir de l'économie, et qu'il n'y a pas qu'uniquement l'Algérie, c'est ce que j'ai dit à tous les présidents africains, et il faut maintenant que les États s'occupe du stade 1 du développement pour que tu n'aies plus à affronter ces problèmes. C'est de créer les conditions du développement. Avant de faire quoi que ce soit, je crée. L'État doit être garant des conditions de l'économie, des conditions de développement. Après, le développement, ce n'est pas l'affaire de l'État. Le développement, c'est l'affaire des entrepreneurs algériens. C'est l'affaire des Algériens. Ça, il faut y arriver. Si tu crées, dès le départ, tu fais une redéfinition des frontières entre l'État et le peuple réel, le peuple entrepreneur, tu vas créer quoi? Tu vas créer un début de confiance et quelque chose de très bien, de très important, le sens de la responsabilité. Une fois que tu as ça, ça t'amène automatiquement, avec cet état d'esprit, ça t'amène à la deuxième réforme profonde structurelle, qui est les réformes économiques. La réforme économique, il faut qu'elle continue dans cette prolongation, dans cette cohérence. C'est quoi? C'est de mettre en place un grand programme de privatisation et de libéralisation de l'économie. J'en suis très content. Le monsieur qui est intervenu avec nous, etc. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que l'Algérie, les bateaux, c'est l'État qui gère, les avions, c'est l'État qui gère. Il faut rappeler que l'Algérie est l'un des rares pays encore où l'État possède des hammams. Oui. On a des hammams. l'État a un hammam, hammam Mrera ou hammam al sont gérés par des... Il y a des hôtels qui sont encore gérés par l'État. L'oral disait, est-ce que... Moi, je suis pour la privatisation. Il y a très peu de pays encore à ce stade-là. Total. Juste ce qui est important, il faut le laisser, etc. Dans ces réformes structurelles de l'État, il a été invoqué, etc., c'est la place de l'entrepreneur. Il faut faire un statut spécifique pour l'entrepreneur algérien, parce que c'est lui le moteur. La richesse, c'est les entrepreneurs qui vont la créer, c'est pas l'État, c'est pas les fonctionnaires. D'accord. Et de l'autre côté, bien évidemment, il faut penser à l'attractivité des investisseurs étrangers. Pour attirer, il a été soulevé aussi tout à l'heure, ça, on en a parlé la dernière fois, la première décision, la première mesure du futur président, c'est de mettre une croix et de mettre ça à la poubelle, c'est la fameuse loi 51-49. Voilà. Et la deuxième réponse, on a aussi évoqué, elle est capitale dans un premier point au niveau des investisseurs algériens, mais d'une liberté totale, d'une indépendance totale, c'est comme la justice. La banque doit être autonome du pouvoir. La banque doit connaître... La banque centrale ou la banque en général. Tout le système bancaire doit connaître une seule la rationalité économique.
D'accord? Tu présentes ton dossier, tu ramènes, tu dis je veux, etc. Je regarde. Sachant encore que les 6 banques les plus importantes du pays sont étatiques. Non, mais c'est ce que je dis. L'État Non, monopolise aussi ce secteur. Abdou, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est très, très logique. On réforme l'État, on le sort. On lui laisse ce qu'il doit faire comme un pays pour un truc sérieux. On règle déjà 80% de l'Algérie. Ensuite, on passe à la libéralisation. Quand tu passes au deuxième temps de la libéralisation, tu as quasiment réglé tous les problèmes de l'Algérie. Ensuite, une fois que tu as créé la confiance, etc., tu arrives à quoi? Tu arrives au troisième stade, et là, le peuple a compris. Donc, tu as créé la confiance. Avec l'économie, tu n'auras plus ces problèmes de pénurie, tu n'auras plus, etc. C'est-à-dire que tu auras remis le cerveau algérien et le ventre algérien en route. Et là, il est prêt à t'écouter. Il est prêt à t'écouter pour que tu lui amènes des réformes d'ordre politique ou d'ordre sociétal. Et là, tu rentres au troisième grand chantier, qui est les réformes. C'est la réforme des réformes politiques. Et la première, j'en vois deux réformes vraiment fondamentales au niveau politique. C'est d'abord, parce que pendant 60 ans, on l'entend partout, l'Algérien est devenu fainéant. Non. En le libéralisant, il est devenu fainéant parce que l'État lui a pris toute la place. En libérant la place, l'Algérien redevient un travailleur, redevient producteur, il a des revenus, etc., etc. Premier chantier à ouvrir dans ce truc-là, c'est bien évidemment pour moi, c'est la question sine qua non. Le peuple va comprendre que nous sommes sur la bonne voie, sur la bonne route, c'est de mettre en place le fédéralisme. C'est le moment où le peuple est prêt à écouter. Il ne va pas dire « Ah, c'est l'indépendance, ah, c'est... » Non. On a 1 milliard d'exemples. Pourquoi le fédéralisme serait le plus adapté pour l'Algérie? C'est très simple. Le fédéralisme, pourquoi il est adapté pour l'Algérie? Le fédéralisme, nous avons un pays qui est 5 fois et demi la France, sur le territoire. Le plus grand, le plus vaste pays sur le continent africain. Il est l'un des 10 plus grands territoires du monde. Oui, il y a tous les grands pays. Il n'y en a pas un sur cette planète qui a cette taille, qui ne fait pas soit du fédéralisme, soit des landers d'organisations régionales, etc. On décentralise. Tu ne peux pas tout gérer à partir d'Alger. D'accord? Et puis, quand je parle de tout à l'heure, décentralisation, dégraisser l'État, libéraliser, tu commences déjà à avoir un État qui est à sa place, rien qu'à sa place, et tu as des perspectives où les gens vont prendre leurs responsabilités. Et les élus locaux, etc. Tu prends un truc. Il faut qu'on arrive, par exemple, les États du Sud, le Sud de désert, il faut créer 2 États fédéraux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal d'avoir une étendue au XXIe siècle aussi grande qui est que du sable. Il faut qu'on ait aujourd'hui une politique de transformer chaque hectare de sable en hectare de terre cultivable. C'est possible. C'est possible, il faut faire des États, des gens qui sont dedans, etc. Le fédéralisme, c'est la solution vitale. Nous ne sommes pas les premiers, nous serons peut-être les derniers pour régler énormément de problèmes. C'est vrai que toutes ces idées sont belles, louables, intéressantes et à la fois débattables. C'est-à-dire, elles ne sont pas porteuses d'une vérité absolue, il faut en débattre. Mais est-ce que le développement d'un pays aussi, économique surtout, ne dépend pas de la qualité de ses élites dirigeantes? Oui, mais j'arrive là, je te dis 5 réformes. Non, mais voilà. Ah non, mais si tu anticipes... Non, alors, est-ce que c'est en dernier? Parce que, au contraire, la question, est-ce qu'il ne faut pas, dès le départ, avoir un bon président, un bon Premier ministre, des élites dirigeantes de capacité pour pouvoir mener ces réformes? Abdo, l'économie, c'est pas sourd. L'économie, c'est pas du à peu près, où il y a qu'à. Non, il y a une cohérence, une structure. D'accord. Si dès le départ, tu remets l'essentiel, l'économie qui te produit de la richesse, chacun a sa vraie valeur, à ce qu'il apporte, etc. Il n'y a pas de copains, copines, de machin, ce que tu connais, etc. Tu vas avoir déjà c'est pas de l'oxygène, c'est des quantités infinies d'espoir, d'oxygène, etc. qui va reprendre le peuple. Et là, tu fais les réformes qui sont capitales et vitales pour le pays, c'est le fédéralisme. La quatrième, et là on arrive à ce que tu viens de dire, la quatrième réforme, très importante, ce sont les réformes sociales et culturelles. Parce que là, tu as vu, c'est progressif. Plus tu prépares ton peuple, tes gens, tu les as sécurisés, tu les as donné certaines capacités à comprendre ce que c'est qu'une entreprise, à comprendre chacun doit faire son métier, etc. Tu l'éduques.
c'est une forme d'éduquer. Tu prends par exemple sur la réforme économique. Il y a le poison, on en a parlé la dernière fois, dans le cadre de la privatisation. Je prends la Sonatrach. C'est la première décision du prochain gouvernement qu'il faut privatiser. On ne va pas privatiser, comme diront d'autres, on va vendre à l'étranger. Non. Je prends 51% des actions, 51% des actions de la Sonatrach, je les mets à la disposition du capital privé algérien. Et je prends 49%, j'en fais du capitalisme populaire. Je vends au peuple algérien qui veut acheter. Voilà, une introduction en bourse, par exemple, une introduction à la bourse d'Alger, où tout le monde peut acheter une action de la bourse. Oui, bien évidemment, ça c'est la technique. Ouais. Je te parle déjà du principe qu'on accepte. J'explique juste comment ça peut se faire. Ça c'est logique. Mais là, tu fais du capitalisme populaire. Enfin, les gens sauront à quoi ça sert d'être une action. Tu vois, toute l'éducation que tu apportes. Ensuite, les réformes sociales, etc. Il faut aborder des choses qui fâchent, des tabous, etc. C'est la langue, c'est la religion, c'est tout ça. Tout ça, ce sont des instruments, si tu veux, économiques, ce sont des instruments de recherche, etc. Il faut qu'on ose, Moi, je suis tout à fait partisan pour dire, maintenant, si vous voulez qu'on continue, on poursuive la modernisation de l'Algérie, premier principe, comme on sort l'État, on va sortir aussi la religion de l'État. Il faut la sortir. Chacun est libre de croire comme chacun est libre de ne pas croire. Personne ne doit toucher quelqu'un qui croit ou quelqu'un qui ne croit pas. C'est une liberté fondamentale. Chacun est libre de croire comme chacun est libre de ne pas croire. Une fois que tu as des gens, je te dis, avec tout ce processus, tu vas trouver des gens qui vont t'écouter. Parce qu'aujourd'hui, tu lui parles de ces dit quoi, on n'a même pas de quoi manger ni de boire, tu me parles de la réforme, tu me parles du fédéral, il va t'envoyer il va t'envoyer au diable. Et c'est normal et c'est logique. En revanche, si tu lui apportes au préalable des solutions concrètes ou qui changent tous les jours son quotidien, de l'eau, de l'énergie, de l'école, etc., etc., moi, je n'ai aucun souci. Nous ne serons jamais ni Mozart, ni des ingénieurs dans la langue arabe. D'accord? Pourquoi? Parce que si c'était vrai, ça se ferait dans les pays du Golfe. Tous les pays du Golfe qui sont les maîtres de l'arabe, etc., personne n'utilise l'arabe. Ils utilisent l'anglais. Enfin, ils n'utilisent pas l'arabe dans la gestion des affaires économiques. Non, mais j'arrive. Voilà, l'arabe dans le système éducatif, elle existe. Là, tu me demandes de faire un programme, je suis en train de le faire en TGV pour arriver jusqu'au bout. Je précise pour que les gens ne soient pas mal compris. Oui, pour j'arrivais, mais c'est une question de temps, etc., dont on dispose. Bien évidemment, moi, je t'ai déjà dit, mon rêve, c'est de voir un groupe d'intellectuels algériens, de travailler, que les gens puissent dire demain, là, je parle, j'écris l'arabe algérien. Je travaille avec l'arabe algérien. Il y a des pays qui l'ont fait, qui se sont développés aujourd'hui. Je demande à tout le monde de regarder ce qui s'est passé en Turquie, ce qui s'est passé au Vietnam. Ils ont eu le même problème. Là, oui, là, tu peux avoir des génies algériens dans leur propre culture, dans leur propre langue. Il y a certains intellectuels qui l'ont proposé, etc. Oui, mais c'est resté à l'étape de la polémique, ça n'a jamais avancé vers un projet de société. Pourquoi? Tu vois, quand je te dis il faut remettre l'État à sa fonction, etc., chacun reprendra ses fonctions, et à partir de ce moment-là, tu verras que tout ce que je te dis, s'il n'y a pas ce raisonnement-là, tu ne peux pas... Alors, une dernière question, oui. Et je vais te laisser le temps de répondre, parce que c'est la question fondamentale. Est-ce que le régime algérien, dans son identité actuelle, dans son fonctionnement actuel, est-ce qu'il est apte à pouvoir saisir, comprendre ses idées et aller mettre en place ses réformes? Il peut. Alors, je ne pense pas qu'il y a que des crétins ou des imbéciles au niveau de l'État. Voilà. Je suis convaincu J'en suis totalement d'accord. Voilà, non, je suis convaincu qu'il y a des cerveaux qui comprennent, etc. C'est une cohérence. Et puis, moi, je suis à leur disposition, il n'y a pas de souci. C'est pas, moi, mon seul rêve. Je ne vais pas rentrer dans les petits calculs politiciens, je n'attends rien, aucun poste, rien du tout. Je suis un citoyen au service, c'est un patriote au service. On en a déjà parlé de ce sujet. Il faut oser, il ne faut rien. Il ne faut pas mépriser les gens, il ne faut pas violenter les gens, mais il faut voir les choses en face, etc. et avancer. Et enfin, dernière réforme très très importante, notre ami l'a dit autrement, il t'a dit il faut s'ouvrir. Oui, la première décision que doit prendre ce gouvernement, c'est de créer une conférence
sur tous les pays qui composent, ce que j'appelle moi, l'Afrique du Nord. Il y en a 7. Le Maroc, la Mauritanie, le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad, la Libye, la Tunisie, plus l'Algérie dedans, etc. Donc là-dessus, c'est une conférence. Pourquoi? Sur tous ces pays que je vais te citer, soit on est en guerre, soit on est fâché, soit il y a un truc. La première chose, c'est de rétablir la paix avec tous ces pays-là. C'est de créer, c'est de normaliser. Une fois qu'on a normalisé le marché, on se dit maintenant autour d'une table, comment peut-on, ensemble, créer un marché nord-africain? Et là, tu peux avoir chacun occupé ses fonctions, etc. L'Algérie, par exemple, elle peut jouer un rôle fondamental de créer une banque africaine de développement. Elle existe déjà, la banque africaine de développement. Non, mais il faut le... Elle existe. Non, mais il y a beaucoup les titres, tout existe. Je vais te dire tout à l'heure, l'argent existe aussi. Là, l'argent existe. Non, en tant qu'institution, elle existe, et l'Algérie, oui, c'est mais qu'est-ce que tu veux en faire? C'est ça, c'est absolument. C'est toujours ça, c'est comme l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 60 ans? Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Voilà, pourtant, il y a des milliards qui sont dépensés. Et pourtant, le peuple est toujours dans la misère. Alors, c'est pas logique. Juste pour dresser, mais vraiment pour essayer de conclure là-dessus, si on ne réforme pas, si on n'applique pas des réformes, quels seraient les dangers qui menaceraient l'Algérie dans les 4 ou 5 années à venir? Alors, sur le premier point, si on ne réforme pas, nous serons, moi je ne l'exclus pas du tout, ce sera le cas de ce que nous vivons aujourd'hui du Venezuela. C'est-à-dire une faillite généralisée d'un État et une instabilité politique. C'est la même. Tu prends le Venezuela, l'Algérie, c'est la photocopie, en tout point de vue. D'accord. Deuxième point, c'est la Corée du Nord. On a l'argent, on a tout, etc. pour faire du nucléaire. Le peuple est dans la misère la plus totale. La plus totale. Les réformes, tu supprimes. Tu ne fais pas les réformes sociales nécessaires, etc. Tu ne fais pas, les réformes politiques, etc. À quoi tu t'exposes, puisque tu me demandes maintenant de dire si on ne fait pas, etc. C'est la guerre civile, c'est le séparatisme. Inévitable. Ça, je te le garantis. D'accord. Troisième, c'est au niveau social, etc. Eh ben, on a la chance soit de continuer de poursuivre, on a des esprits nouveaux qu'on va développer le peuple, ou bien on aura un exemple à l'iranienne. Tout est cadré, etc. Et sur le dernier cas, on ne peut pas vivre un pays comme l'Algérie, entouré de tant de voisins, de se fâcher avec ses voisins. Tu ne peux pas tenir longtemps, tu peux forcément avoir des problèmes, et même au niveau des instances internationales, elles vont se retourner contre l'Algérie. Voilà un programme très simple, en 5 points, et tu crées de nouvelles conditions économiques, de nouvelles conditions politiques, de nouvelles conditions surtout, avec tout ça, tu vas revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, tu vas enfin, avoir un capital humain à l'intérieur d'excellence, et surtout, c'est ce que disait ton ami tout à l'heure, les millions de talents qui sont dans la diaspora, au Canada, aux États-Unis, etc., quand ils verront ça en marche, tout le monde va courir. Et alors, à ce moment-là, on aura oublié quelque chose d'extraordinaire, on aura gagné une bataille qui n'a pas de prix, on aura fini avec le nationalisme pur et haineux des Algériens d'aujourd'hui, pour remplacer par quelque chose de merveilleux, par le patriotisme des Algériens. Ils vont aimer leur pays, ils vont aimer tous les pays voisins et l'étranger. Et ça a été aussi abordé tout à l'heure. Le désert cultivable, le désert peut être demain le nouveau pétrole algérien en termes de tourisme. Merci beaucoup, Alesrey. Merci beaucoup. Voilà, nous ne sommes pas candidats aux élections présidentielles, malheureusement. On voulait juste vous expliquer qu'il est possible de changer les choses, qu'il est possible d'apporter des changements, qu'il y a naturellement des réformes qui sont urgentes et que dans un pays de 47 millions d'habitants, on ne peut pas se permettre le luxe de perdre du temps, de gaspiller du temps, parce que les problèmes s'accumulent, les problèmes génèrent la frustration aggrave les injustices et les injustices menacent et aggravent et nourrissent l'instabilité. Alors, que Dieu protège l'Algérie, les Algériennes et les Algériens, et celles et ceux qui vont décider demain, je pense qu'ils devront prendre conscience qu'ils ont beaucoup de pain sur la planche et qu'ils devront appliquer des réformes urgentes s'ils veulent vraiment nous prouver leur patriotisme. Comme ça, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres débats et d'autres analyses. Et prenez soin de vous.